Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui, avec mon collègue ami Olivier Barlet, d'animer la première table ronde de cette 18e session du Festival des cinémas d'Afrique. Et nous avons tenu à ce qu'elle porte sur une question qui nous paraît, qui a toujours été d'ailleurs actuelle, mais qui nous paraît encore plus actuelle aujourd'hui pour des raisons qu'on évoquera tout à l'heure. Et nous aurons le plaisir d'avoir avec nous à distance Anissa Daoud et Widad Zorlemi à partir de Tunis, et sur place Yousser Gesmi et Nina Kada qui sont à côté de nous ici. Je ne vais pas faire long parce qu'il faudra qu'on se partage la parole entre nous déjà et entre le public qui nous suit. Mais je dois vous dire tout de suite ce qui me préoccupe depuis un certain temps à ce sujet. Je balance ça tout de suite, comme ça on entre dans le vif du sujet. Bien évidemment, il y a une histoire de la place de la femme dans le cinéma à faire et à écrire. Elle serait fastidieuse, mais importante, et elle n'a pas été faite à mon avis, en tout cas pas suffisamment et pas à mon gré. Mais il me semble que depuis quelque temps, personnellement, je pense que nous assistons à l'arrivée d'un certain nombre de femmes cinéastes, de jeunes femmes cinéastes. Je parle essentiellement du continent, mais je pense que c'est un peu général, et qui non seulement cette arrivée montre qu'il y a de plus en plus de femmes dans le monde du cinéma, ce qui est tout à fait normal et général à tous les secteurs de la vie. Mais je trouve que cette arrivée est concomitante avec un nouveau regard. Je pense qu'en arrivant, ces femmes, enfin pas toutes, mais beaucoup de femmes, c'est comme si elles ouvraient une nouvelle fenêtre, une autre manière, quelque chose de très particulier qu'on va essayer aujourd'hui d'interroger, un regard différent, en tout cas pour moi assez intéressant à interroger sur nos réalités. Alors, on peut remonter très rapidement dans l'histoire et on va se rendre compte que ça a presque toujours été un peu comme ça quand on pense, par exemple, aux toutes premières femmes, Safi Faye, par exemple, au Sénégal, ou Salma Bakar en Tunisie, qui ont fait la même année, en 1975, chacune un documentaire, et un documentaire très particulier pour chacune. Salma Bakar, son film Fatma 75 était aussi une espèce de mélange, comme c'est un film un peu hybride, intéressant. Et Safi Faye aussi, un film qui vient de son background un peu anthropologique, par exemple, du côté de l'Égypte, Tahani Rashid, par exemple, c'était un peu, enfin, on est à peu près dans la même génération, hein. Un peu plus ancienne, c'est Assia Djabar, elle a commencé en 78, mais elle est écrivaine. Et toutes ces femmes, quand on regarde bien ce qu'elles ont fait, d'emblée, tout de suite, elles ont fait quelque chose de différent de ce que faisaient les hommes. Déjà, presque toutes, elles sont allées très directement vers le documentaire. Elles auraient pu faire, à mon avis, des films de fiction, ça ne les a pas intéressées. Et des types de documentaires, par exemple, quand on pense à Safi Faye, qui est très spécial, parce que c'est un documentaire épistolaire. Il est alors, c'est un mélange
de documentaire et de lettres, quoi. Oui. Hein. Qui s'appelle Voilà. Lettres paysannes. Oui, Lettres paysannes. Je veux dire que d'emblée, déjà, quand elles sont arrivées au cinéma, les femmes, elles sont arrivées avec un regard à la fois documentaire, on va y revenir, mais pas seulement. Hein. Celles que j'ai citées ont fait aussi des fictions et aussi des documentaires toujours un peu particuliers. Alors, on peut aller rapidement dans l'histoire, en passant par exemple au Maroc, par exemple Leila Kilani, qui avec Nos lieux interdits, fait un film très très politique particulier. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ces jeunes femmes et ces femmes qui sont en exercice et qui font des films aujourd'hui et qui sont, certaines d'entre elles sont présentes aujourd'hui. Elles vont nous parler de cela. Alors, après, on va peut-être citer d'autres, hein, parce que celle que nous avons choisie, c'est une sélection. C'est une sélection à la fois subjective, mais réfléchie aussi. Je pense que, d'abord, elles s'expriment presque toutes sur des questions, et je finis là-dessus, très importantes, c'est-à-dire très globales, politiques et sociales, mais avec un point de vue qui n'est pas un point de vue, j'allais dire, mais je parle trop vite, d'homme, quoi, idéologique, sommaire, surplombant la réalité, mais à travers quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel, beaucoup plus fin. Et ça, je trouve que c'est un paradoxe, c'est ça ce que j'appelais tout à l'heure une fenêtre ouverte, c'est-à-dire c'est des réalités d'aujourd'hui, on peut citer beaucoup d'exemples, je ne vais pas le faire maintenant, mais tout à l'heure peut-être, et avec un point de vue qui n'est pas du tout celui auquel on est habitué quand ces hommes des années 60-70 faisaient des cinémas et qui se présentaient comme les héros, enfin, les héros, c'est-à-dire les porte-paroles, je veux dire, de leur société. Voilà. Donc, moi, c'est ça, c'est mon idée, je voulais la balancer comme ça, tout de go, pour essayer d'interroger nos invités présents. Je commencerai par Anissa, et Anissa, d'ailleurs, je commence par elle aussi, parce que on a un film tel, un court-métrage qui va passer, qu'on va montrer dimanche, c'est-à-dire demain, c'est ça, dans le cadre de cette séance qui a été organisée par des jeunes. Et aussi pour tout ce qu'elle fait, parce que je la connais, elle est cinéaste, elle est comédienne, elle est très impliquée dans la société civile, elle a beaucoup de choses à dire. Alors, je voudrais peut-être commencer, Anissa, par toi, pour avoir d'emblée comme ça, tout de go, un avis sur cette question-là. À partir de ce que j'ai dit, mais tu dis ce que tu veux, évidemment, tu es libre. Waouh. Alors, lourde tâche que de commencer. Non, bon, voilà, réaction à chaud sur tes premières réflexions. Oui, alors, tu as d'abord dit, je réagirais un peu taquine sur ce serait fastidieux, l'histoire féminine du cinéma ou l'histoire des femmes dans le cinéma. Je pense que non, ça serait très marrant et très subversif. Parce que c'est une histoire qui est en plein, comme ces femmes que tu as citées déjà et ces films que tu as cités déjà, mais c'est aussi une histoire qui est en creux, avec des oubliés, eux et eux, qui ont énormément apporté au cinéma et qui, que ce soit en tant que réalisatrice, mais aussi en tant que technicienne, en tant qu'actrice, en tant que productrice, je pense notamment à l'Égypte d'une certaine époque, et il me semble que dans tout cet éveil, en tout cas sur les différents, ce que moi, j'appelle les female gaze, les regards au féminin, enfin ce que j'appelle dans la mouvance évidemment de la notion de female gaze, qui est pas, que j'ai pas du tout inventé, mais qui est, je pense, très très importante. Ces regards au féminin et ces féminités, ces expressions féminines dans tous les domaines artistiques, mais aussi dans d'autres domaines. On est actuellement en train de refaire histoire avec un grand H, parce qu'on se rend compte que autant dans l'histoire de l'art contemporain ou de la musique classique ou du roman, nous sommes tous et toutes construites avec des angles morts en fait. Des angles morts de la culture, des angles morts de l'histoire de nos métiers et de l'histoire de l'art, tout simplement, et l'histoire des arts,
qui a oublié des femmes qui pourtant avaient apporté une pierre à l'édifice et qui, c'est pas simplement pour dire ah il y en avait une avant ou ah n'oubliez pas, c'est aussi parce que ce sont des regards qui sont à redécouvrir aujourd'hui à l'aune de notre monde contemporain. Et comme tu l'as très bien dit aussi, je vais essayer de reconnecter avec ce que tu disais, souvent les chemins empruntés par ces femmes et par les femmes, y compris aujourd'hui, ont tendance à passer par l'intime, que ce soit l'épistolaire, que ce soit le journal intime, que ce soit, y compris, d'ailleurs, le très beau film de We Dead, qu'on peut décrypter comme une sorte de journal intime et dans lequel elle se met en jeu. Les femmes se mettent en jeu, en fait. Et elles rejoignent, bien sûr, le slogan féministe des années 110, l'intime est politique. En se mettant en jeu, en étant dans un rapport horizontal avec leur sujet, avec les corps qu'elles filment, avec les sujets qu'elles interrogent, en se mettant en horizon, en se mettant aussi au centre, en ne se mettant pas dans un rapport de domination de quelqu'un qui observe et qui va donner une sentence offerte ou une lecture ou un message fini au public. Voilà, elles vont être dans un rapport plus intime. Donc parfois, ça passe aussi par la forme intime, par des choses qui sont plus de l'ordre du quotidien, par des narrations plus intériorisées, par des formes, comme on disait, l'épistolaire, le journal, etc. Mais là où c'est puissant, pour moi, c'est politique et du coup, ça explose en fait la question de l'intime, c'est qu'elles se mettent en jeu, elles se mettent en danger et donc elles vont mettre le spectateur au cœur du sujet. Elles vont inviter le spectateur différemment. Il ne va pas être dans une démarche aussi passive que dans certaines écritures masculines. Alors évidemment, le female gaze n'est pas du tout quelque chose qui appartient aux femmes. Il y a des hommes qui sont aussi qui produisent des œuvres qui ont un female gaze parce que justement ils sont dans cette démarche-là notamment quand ils filment des femmes, de se mettre à la place du personnage filmé, qu'il soit dans un documentaire ou dans une fiction. Donc voilà, rapidement, comme c'est un début, je veux pas faire trop long. Voilà, je place aussi des choses, en tout cas moi, qui m'ont interpellée dans ce que ça a résonné en moi ce que tu as dit et voilà ce qui m'est venu à l'esprit. Voilà. Bon, c'est ouvert, hein. Moi, vas-y, Olivier. Alors, je tombe le masque. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce que dit Anissa à l'instant, c'est par rapport à ce que tu faisais comme rappel historique, c'est que finalement, les femmes aujourd'hui, je me souviens, en 2016, on avait une table ronde ici, en ce lieu même, et d'ailleurs, Nina Kadar faisait partie de notre panel, et on avait abordé cette question justement du cinéma des femmes et en quoi ça posait. On posait la question de être une femme aujourd'hui au cinéma, est-ce que c'est difficile, etc. Et la réponse était plutôt non, même si par exemple Amina Veira avait signalé des anecdotes comme ça par rapport aux hommes qui leur laissaient pas faire durant la formation certaines choses, etc. Mais tout ça était relativement anecdotique et finalement, on avait l'impression que c'était un peu un questionnement du passé, c'est-à-dire que les femmes qui savent s'imposer aujourd'hui arrivent à s'imposer, quoi. Et par contre, ce qui me frappe beaucoup dans ce que dit Anissa, c'est la question historique de l'invisibilité, et qui fait que quand on est un homme et qu'on fait du cinéma aujourd'hui, on a derrière soi une histoire qui est faite par les hommes, dominante, et si on est une femme, eh ben, on a beaucoup moins cette possibilité de référence. Et je sais pas, c'est peut-être quelque chose qu'on peut approfondir. En tout cas, ça me frappait vraiment dans ce qui était dit. Si je peux me permettre même, excusez-moi, non seulement, vous l'avez dit, vous avez résumé une partie de ce que j'ai dit de manière beaucoup plus brillante que moi, efficace, mais c'est pas simplement l'invisibilité, c'est aussi la minoration. C'est-à-dire souvent, des autrices ont été considérées comme mineures, là où parfois j'ai redécouvert des œuvres en me disant, mais zut, c'est dingue, ça date de quand, J'étais où? Je suis bête. Et c'est ça aussi qui est
l'enseignement, la transmission de notre art, les références avec lesquelles on grandit, on ouvre nos yeux, on aborde le monde, il y a un biais, en fait. Et on est construite on est construite d'un cinéma d'hommes. Après, voilà, parce que je veux pas non plus que vous confondiez quand j'ai parlé beaucoup d'intime, mais par exemple, quand on voit le cinéma de Catherine Bigelow qui explose, justement, elle va aller prendre des films d'action ou des choses, et elle va aller retourner les choses, mais tout en restant fidèle à elle-même et fidèle à quelque chose de puissamment féminin, et de puissamment elle surtout, sa singularité à elle, d'individu. C'est ça qui est fort. Marie. Yes. Tu me souris. Je te souris, je te sollicite. Non, j'étais en train de réfléchir parce que c'est évidemment que c'est une question qui travaille, mais c'est pas du tout une question simple pour moi, parce que déjà quand moi de nature, en fait, ça c'est une histoire personnelle, j'ai toujours du mal avec des limitations identitaires. Et donc, du coup, c'est aussi l'éternelle question, c'est réalisatrice africaine. Y a-t-il un cinéma africain? Y a-t-il donc un cinéma de femmes? Et y a-t-il donc un cinéma de réalisatrices africaines aussi? Et du coup, moi, je me pose souvent, j'ai pas de réponse à ça, mais au même temps, c'est-à-dire, je me dis qu'il y a deux axes. Un axe où on ne peut pas ignorer une condition féminine. C'est-à-dire, pourquoi on ne peut pas l'ignorer? Parce que politiquement et économiquement et socialement, il y a ça. Enfin, il y a une histoire de domination et ça, on peut pas se sentir, même si on se sent en dehors de ça, on y est. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui appartient au réel. Et au même temps, la création du genre féminin, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un genre, ce qu'on appelle le genre féminin, on ne dit plus la femme maintenant, on dit les femmes, et c'est normal, mais en même temps, on peut aller plus loin dans la réflexion et aussi se demander si c'est-à-dire penser uniquement un genre féminin, c'est toujours aussi le penser par rapport à un genre masculin. Et ça, il y a aussi des points à décoloniser, tout en ayant en arrière-plan une réalité économique et politique qui est souvent violente quand même. Mais toi, dans ton expérience personnelle, puisque tu as fait avec Mao ce film Lens, pour parler concrètement, est-ce que au moment où vous avez fait ce film-là ensemble, au-delà de la nature de la relation qui vous lie, est-ce que à un moment donné ou un autre, dans le procès même de la fabrication du film, la question même du fait que toi tu es une femme et lui est un homme, s'est posée ou non? Concrètement? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que d'abord, je joue un homme. Oui, tu joues déjà le rôle d'un homme. Je joue dans le film le rôle d'un homme. Ouais, tu as pris les deux places, du coup. Et du coup, c'était alors que les hommes jouaient aussi des femmes. Il y a eu un moment dans l'histoire. Mais c'est toi qui as choisi de jouer le rôle de l'homme? C'était un adolescent et c'était quelque chose de différent. Oui. Mais même la question c'est-à-dire de la féminité, moi je m'identifie pas uniquement à quelque chose de féminin. C'est-à-dire pour moi, il y a quelque chose de fluide. C'est-à-dire je me positionne pas, mais c'est normal, on se réveille pas. En tout cas, on est au-delà de cette séparation simpliste. On vit aussi, et c'est souvent en fait l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas échapper au contour politique de la question. C'est souvent l'extérieur, en fait, Moi, par contre, j'ai remarqué beaucoup de choses. J'ai souvent, quand on parlait avec Mauro, souvent les gens, et même Mauro a remarqué ça, il le regardait lui,
en tant, par exemple, que réalisateur. C'est-à-dire, et souvent, moi, je voulais plus parler du rôle, voilà, du fait que j'étais aussi actrice dans le film, parce que souvent, c'était déjà divisé. Et on en a beaucoup parlé avec Mauro, c'est-à-dire ça, c'est les gens ou quelqu'un on est deux, et quelqu'un qui est ton film, par exemple. Et ça, les gens le font automatiquement, mais c'est comme par exemple Strobouillet. Strobouillet, souvent on dit le cinéma de Strobe, alors qu'ils étaient deux. Et du coup, c'est souvent le monde extérieur qui te. Ben oui, c'est un regard extérieur. Oui, oui, c'est-à-dire qu'on peut pas de toute façon faire l'abstraction de cette réalité dont tu parlais tout à l'heure, qui est là de toute façon, mais elle va pas nous enfermer dans un discours, on va dire honiste, quoi. Hein. Mais on peut pas non plus faire abstraction du fait que effectivement, le cinéma, mais d'une manière générale, c'est une affaire de mecs dès le départ, et c'est une affaire un peu militaire. Et moi, je connais beaucoup de femmes qui m'ont témoigné de la façon dont elles ont été recrutées dans les écoles quand elles voulaient devenir réalisatrices. On leur disait non, vous, c'est monteuse, hein. C'est le montage pour vous, parce que réalisateur, c'est une espèce de militaire, c'est un général, et directeur photo, c'est quelqu'un qui doit être fort physiquement, etc. Et les femmes, c'est bien, elles sont fines, elles tricotent bien. On va les mettre dans un endroit fermé, comme ça, elles sont tranquilles, et puis elles sont sûres de leur finesse, etc. Ça, c'est connu, enfin, c'est devenu un cliché, mais c'est quand même important à rappeler et à dire. Mais cela n'empêche pas de s'interroger sur le fait qu'à partir du moment où ces carcans-là se sont quand même un tout petit peu défaits, il y a quelque chose qui s'est passé. En tout cas, moi, je le sens quand je regarde l'histoire, enfin, quand je la lis, quand je la relis, et quelque chose qui n'aurait pas à voir forcément avec un essentialisme féminin. Bien évidemment, on n'est pas là-dedans, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je suis loin de penser ça, qu'il y aurait quelque chose qui est en dehors, ce serait quelque chose qui serait en dehors de toutes les femmes. À ce moment-là, c'est un truc abstrait, c'est de la. Mais n'empêche que cette même situation sociale de la femme qui a fait qu'elle a été exclue à partir du moment où elle s'est introduite dans le cinéma, elle a apporté aussi quelque chose d'autre, c'est-à-dire le social aussi revient. Et de ce point de vue-là, je voudrais poser justement une question à Nina qui, elle, son premier film quand elle l'a fait, qui est assez étonnant, qui s'appelle Fatima, c'est un film documentaire aussi sur ta grand-mère. Alors, d'abord, pour dire les choses comme ça de façon primaire, les hommes sont quasiment absents, sauf comme presque un objet comme l'objet du regard, y compris ton propre père et tes oncles. On les voit comme des objets que tu regardes, beaucoup moins comme des sujets regardants, quoi. Donc, toi, quand tu as commencé à faire ça, comment, est-ce que tu as eu cette conscience-là que tu es une femme qui est entrée dans le cinéma et ton personnage principal, c'est aussi une femme qui était ta grand-mère, ou c'était quelque chose de secondaire pour toi? En tout cas, j'en avais pas du tout conscience. C'était pas du tout. Oui, c'était dans un geste, quoi. C'est un élan, et il n'y avait pas de conscientisation de moi en tant que femme. Ma grand-mère est une femme. J'écris, je raconte une histoire. Moi, une femme, je raconte une histoire de femme, etc. Tout ça, c'était pas du tout conscientisé, et ni même présent, ni même essentiel. Enfin, important. Mais après, il y a et je crois que j'ai l'impression que c'est important aussi de ne pas trop le conscientiser, même si avec mon deuxième film, j'ai plus été sensible à ces questions-là, avec qui je vais parler, qui sont ces gens, etc., avec qui je vais communiquer, et qu'est-ce que ça va produire. Ton deuxième film qui est aussi un documentaire. Qui est aussi un documentaire. Au Caire, oui. C'est ça. Que tu as tourné à Tunis. Exactement. Qui est magnifique. Oui. Et voilà, c'était pas, et je crois que c'est important de ne pas en être trop consciente, parce qu'on n'a pas envie de faire des films tracts, ni des films militants, au sens, voilà, on n'a pas envie de distribuer des papiers avec écrit, je crois. Oui, d'accord. D'ailleurs, il y a un lien si je peux me permettre, entre ton court-métrage et ce que disait
Nina, là, sur la question de la limitation identitaire, en fait. Parce que moi, j'ai adoré le court-métrage que j'ai pu voir au Caire. Il m'a bouleversée parce que, évidemment, de par ma mixité, de par plein de choses culturelles et aussi de par mon interrogation sur le genre enfant, parce que j'ai longtemps pas admis d'être une petite fille. J'ai bien senti que c'était la merde quand même, que c'était un piège ce truc. Et donc du coup, ça a vraiment résonné en fait le parallèle que tu fais sur la question du langage et sur la question profonde de l'identité, mais l'identité collective, et aussi l'identité la plus intime, celle qui échappe à tous les carcans. Et je trouve je pense qu'on fait, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose à laquelle j'ai longtemps essayé d'échapper, les petites boîtes, que ce soit, quelles qu'elles soient, et toutes les assignations. Et longtemps, je me suis interdit de décrypter mon travail ou décrypter le travail des autres par la question féminine, par l'identité féminine, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'arrive à un vrai carrefour de ma conscience politique féministe, et où je me suis vraiment clairement radicalisée dans ma conviction féministe, et où j'ai compris qu'à un moment donné, on ne pouvait pas exclure les sociabilisations dans lesquelles on a grandi, au-delà de l'oppression. Même, ne serait-ce que les sociabilisations, ce que disait Ta tout à l'heure, les femmes qui sont minutieuses, qui sont méticuleuses, qui ont le sens du contact, qui savent parler, qui sont méthodiques, donc du coup, elles peuvent être scriptes, elles peuvent être monteuses, elles peuvent être assistantes, elles peuvent être... On a été dressés à ça. Les sociabilités, dans toutes les sociétés dans lesquelles on est, elles nous élèvent, elles nous apprennent ça, et elles n'apprennent pas ça aux hommes. Ce qui est grave pour eux, parce que ça leur retire des outils dans leur boîte à outils. Comme elles ne nous apprennent pas aussi à assumer un certain ego, à être leader, et elles nous culpabilisent quand certaines femmes peuvent être là-dedans. Et donc, il y a fait forcément du lien déjà à s'autoriser à créer, dans le fait, et aussi il y avait du lien concrètement dans les images même si nous sommes... Alors, toutes les nanas sont différentes, toutes les femmes sont différentes. Ce sont d'abord des individus complexes qui portent. Et puis, alors, dans le terme femme aussi, il n'y a pas que. Voilà, il y a toutes les femmes. Moi, j'y inclus aussi les femmes trans, donc qui ont pu avoir aussi une partie de leur vie différemment. Et donc, du coup, concrètement, quand je me suis mise à regarder les images en me disant arrête de complexer cette histoire de femme, pas femme, et regarde-les vraiment. Y a-t-il des choses en commun? Y a-t-il une singularité? Eh bien, si, il y en a une. Il y a des singularités. Oui. Et il y a une politisation différente. Oui, alors justement, Wided n'a pas encore parlé, et on n'a pas beaucoup, d'ailleurs, hier, Wided évoquait cet aspect de la... En tout cas, moi, je ne l'ai pas évoqué volontairement, pour qu'on puisse en parler aujourd'hui et ne pas répéter des choses. Mais je l'ai dit de façon indirecte hier, c'était très étonnant dans le film que tu apparaisses vers la fin du film et que tu apparaisses, alors curieusement, tu te filmes et tu apparaisses comme étant l'origine de la discorde. La discorde, on sait ce que c'est dans la mythologie. Ce qu'a produit, hein, puisque la guerre de Troie, à l'origine, c'était une affaire, une histoire de femmes. Et alors, c'est très, très étonnant, cette manière que tu as eu à la fois de retarder ton arrivée dans le film et de la faire apparaître comme étant la question la plus problématique du film. Puisque c'est là où il y a eu vraiment, dans l'ensemble du film, alors qu'il est question du conflit entre Ben Ali, la dictature, la société, etc. Mais ce qui fait la dramaturgie propre du film, c'est précisément ce moment-là, au moment où on lui dit, toi, tu étais à l'origine de, ouais, je sais pas, etc. Et elle était là en train d'enregistrer. Non pas de se défendre, mais d'enregistrer. Donc, j'aimerais bien avoir, Wided, de ton point de vue là-dessus, à partir de ce que je dis, si tu veux. Oui, mais, en fait, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Nina et tout ce que vous avez dit dès le début, mais je veux rebondir aussi en te répondant à ce qu'a dit Nina. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je pense, qu'on fait vraiment très instinctivement et qu'on ne pense pas. Maintenant, comme tu le dis, et cet esprit, si tu veux, d'analyse que tu as avec justement tous les codes qu'on a, donc une femme,
tous les qualificatifs, comment dire, tous les genres à prendre compte et tout ça, c'est dans l'analyse qu'après on tire tout ça et je me rends compte que c'est juste que ça arrive dans le film, comme tu le dis, que je me prends tout finalement dans la tête, au visage comme ça, et que ça symbolise pas mal de trucs. En plus, je suis réalisatrice, je suis en train de faire mon travail, et je m'en prends plein la gueule, et je continue mon travail, et j'accepte aussi de le mettre dans le film, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, parce qu'il y a quelque chose de très instinctif et de narratif pour moi, mais en même temps, c'est vrai que ça peut aussi symboliser ou en tout cas je l'ai fait inconsciemment, mais c'est aussi, voilà, c'est notre quotidien en fait, c'est ce qu'on se prend dans le visage, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur notre lieu de travail ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on porte depuis petite. Mais on s'en rend pas compte parce qu'on est toujours un peu dans ce fight un peu de survie et d'avoir la place qu'il nous faut pour grandir et évoluer et avancer comme on le veut. Mais je suis aussi d'accord de dire que moi, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai été élevée par une femme, ma mère, et que j'avais une sœur, ou je sais pas, mais j'ai jamais non plus eu ce truc-là ou été éduquée comme ça de tu dois faire ça parce que tu es une femme. Oui, peut-être ma grand-mère m'a demandé d'apprendre à repasser une chemise, mais j'ai jamais accepté non plus. Je me suis jamais réellement, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a un poids qui dit une conscience d'être une femme. En fait, j'ai conscience d'être un être humain. J'ai conscience d'avoir un corps et un cerveau et des émotions et tout ça. Mais c'est vraiment les autres qui nous renvoient. C'est le regard des autres. C'est les autres qui nous mettent dans des cases, soit dans la vie de tous les jours ou maintenant dans le cinéma, même avec les fonds ou les festivals de films pour femmes ou les fonds pour femmes dans le cinéma, des trucs comme ça. Alors, d'un côté, c'est bien que... Mais c'est vrai qu'au début, moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a semblé un peu, parce que voilà, on nous met encore dans une case, quoi. On nous met dans une case, et du coup, est-ce que c'est une compétition? Même maintenant, dans les grands festivals de cinéma, je pense que on commence à Berlin. Je pense qu'ils ont enlevé la catégorie meilleure actrice. Non, ou je me trompe, oui, hein. Meilleure actrice et meilleur acteur, mais qu'ils ont changé, enfin, pour plus mettre justement, parce que la compétition aussi, finalement, elle est sélectionnée, donc on est qu'entre femmes et les hommes sont plus là. Et alors c'est comme ça qu'on doit grandir et évoluer, prendre notre indépendance, mais en enlevant complètement les hommes. Je sais pas non plus si c'est bien qu'on ait des aides et un chemin à se faire plus facile parce que les mentalités évoluent. Mais je ne sais pas si c'est bien de complètement diviser les chemins entre hommes, femmes. Tout se catégorise, quoi. Et je ne sais pas. Enfin, j'ai un peu. Oui. Je ne sais pas si je suis claire, mais j'ai essayé un peu de rebondir sur tout ce qui non, mais tout se rejoint parce que tu rejoins cette question de l'extériorité que pose Yousr tout à l'heure, en fait, effectivement, c'est une question d'altérité, en fait. Extériorité, c'est-à-dire l'autre. Je suis toujours l'autre. Enfin, on me renvoie toujours une image, quoi. Comme si je n'en avais pas une propre à moi, ce qui n'est pas le cas de l'homme. On ne dit pas, effectivement. Et parce que, mais c'est la question même de la division du genre, en tout cas, dans, il y a des sociétés où c'est pas le cas, mais quand on dit genre féminin, c'est en rapport, c'est toute la question aussi que Beauvoir essaye de voir. Est-ce qu'il y a justement un genre, oui. Et ça serait, est-ce que uniquement le genre féminin ou le genre masculin? C'est-à-dire, c'est-à-dire arrêtons. L'universel est toujours masculin. C'est ça. Voilà. Et donc du coup, rapport à un universel qui serait masculin. Voilà, arrêtons de parler des hommes un peu parce que on en a fait trop. Et puis, mais parlons un peu. Des hommes. Non, justement. Non, je dis juste qu'il faut parler différemment et avec nos regards. Non, tu n'as pas compris. Je mime le. Ah, pardon. Je parodie. Je parodie le discours dominant qui semble nous dire bon, ça va maintenant les hommes, on va ouvrir une petite fenêtre quand même parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'appelle les femmes, on va en parler. Mais alors en plus, du coup, cette petite fenêtre, on veut bien l'ouvrir. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais, mais on veut bien l'ouvrir juste pour que ça fasse bien dans un système masculin quand même et patriarcal. Oui, pour la refermer tout de suite, aussitôt, c'est ça. C'est parce qu'il y aurait des questions
Parce qu'on a fait quand même un tour. Intervention. Oui. Il y a effectivement une intervention de Asuna qui nous écrit d'Amsterdam, alors qui pose une question sur le choix de s'exprimer avec un documentaire. Et donc, il vous pose la question à toutes les quatre. Est-ce que c'est dû à une certaine facilité du point de vue de la faisabilité du film par rapport aux des questions de production et par rapport à la réalisation d'un long métrage, ou est-ce que le documentaire est une façon de traiter de choses, de prendre la parole par rapport à des sujets où il y a une urgence pour vous à interpeller sur ces sujets-là? La question s'adresse plus à toi, puisque Youssef puisque Youssef, c'est une fiction, en fait. Même, Oui, mais vous êtes en train de terminer aussi un documentaire. Oui. Allez-y. Bon. Non, mais c'est une très bonne question parce qu'effectivement, on peut pas, dans ce qu'on disait, en fait, de ne pas pouvoir ignorer qu'il y a forcément des prismes de genre dans notre travail. Forcément, la question de la production, elle est de la façon de produire et de où est l'argent, parce que c'est aussi ça, le patriarcat, c'est aussi de l'argent. Ouais. Et donc, effectivement, on le voit, en tout cas, bon, je peux pas parler de chiffres en Afrique, mais il me semble qu'en Europe et en France, les plus gros budgets, les films à très gros budget sont réalisés à des majorités écrasantes par des hommes. Donc, effectivement, moi, il me semble certain qu'il y a ce prisme-là qui fait que, en tant que femme, on a saisi cette caméra parce que, voilà, c'est ce qu'on a trouvé aussi pour faire. Mais après, je crois qu'il y a quand même autre chose que ça. C'est pas le seul aspect. Anissa, tu parlais de partir de l'intime. Et enfin, bon, là, je vais peut-être plus parler pour mon travail, mais pour moi, partir de l'intime, ça mène forcément vers le documentaire, dans le travail que je fais. Et donc, voilà, pour moi, il y a ces deux aspects-là qui font que, oui, on peut pas échapper à ce prisme de genre, mais d'un autre côté, partir de l'intime, et le documentaire, c'est le meilleur moyen de raconter à partir de ce qu'on a là, quoi, dans les tripes. Voilà. Je sais pas si. Oui. Voilà. Donc, moi, par rapport au documentaire, est-ce que c'est plus facile, oui, de le faire techniquement, de façon qu'on soit... parce qu'il y a aussi, dans l'industrie cinématographique, il y a aussi des minorités liées à la question de l'argent. Enfin, il y a des marges aussi au-delà des gens, évidemment, qui sont là, mais moi, je préfère les fictions, en général. Et la question de l'intime c'est pas quelque chose de naturel pour moi. Moi, j'ai besoin de créer un rapport autre de toute façon, un rapport profond ne peut qu'atteindre une forme d'intimité à un moment donné ou à un autre. J'ai aussi besoin de distance. Donc voilà, je sais pas si je laisse les filles. Oui, Olivier, tu as envie de... Oui, alors, bon, il y a tellement de choses qui viennent dans cette discussion. Moi, ça me faisait penser à ce que disait Yamina Benguigui une fois, je l'interviewais sur Mémoire d'immigrés. Donc, c'est assez ancien. Et elle disait, et je lui disais, on est dans une société où les choses se disent pas facilement. Et là, vous avez des gens qui s'expriment et qui s'expriment justement sur des choses très intimes. Et elle disait, oui, mais moi, mon système, c'était de leur raconter ma vie. Et du coup, elle disait, moi aussi. Et ça ouvrait les choses un petit peu. Mais moi, je crois que l'histoire de l'intime, c'est pas quelque chose de profondément féminin en soi, quoi. C'est-à-dire que même si on reprend l'histoire des cinémas d'Afrique, dans les années 80, il y a l'irruption par rapport à un cinéma qui était, on va dire, plus politique, mais pas politique slogan, mais politique collectif, on va dire, quelque chose qui était plus du domaine de l'individuel et qui était du domaine du romanesque. Et donc, là intervient dans la fiction une autre manière de voir les choses, où l'intime intervient, quoi. Mais en même temps, le cinéma ne s'efféminise pas à ce moment-là. Alors, voilà, il va y avoir peu à peu la possibilité pour les femmes de... Non, mais même les hommes qui parlent de ces films-là, souvent, mais ça, d'un homme fêlé, un homme dans la masculinité et en question. Alors, effectivement, on a le cinéma de Nouré Bouzid
en Tunisie, par exemple, sur la défaite de l'homme, hein, comme on dit, ou c'est lui qui dit ça d'ailleurs. Mais dès le départ, de toute façon, dans les cinémas d'Afrique, il y a l'exemple des femmes qui sont celles qui vont être infidèles à la règle, quelque part, et qui donc font bouger la société. Et donc le cinéma d'hommes va finalement énormément prendre des personnages féminins. Donc ça, il y a cette permanence dès le début, quoi. Mais aujourd'hui, indépendamment du fait que ce que vous disiez un petit peu par rapport au féminisme, etc., c'est-à-dire que les possibilités qui s'ouvrent aujourd'hui sont le résultat des luttes qui ont été faites par les personnes qui vous ont précédé. Aujourd'hui, il y a quand même une lutte qui me semble extrêmement importante et qu'on trouve d'ailleurs dans le film d'Anissa, c'est la question MeToo, hein, c'est-à-dire de la violence des hommes. Et la violence des hommes est aussi la violence des hommes envers les hommes, puisque c'est la question qui se pose là. Et là, finalement, on est dans une extraordinaire découverte, quelque part, au niveau médiatique, au niveau international, comme ça, de voir qu'il y a une violence incroyable dans tous les métiers, et notamment les métiers du cinéma. Donc là, pour moi, c'est la grande nouveauté, quelque part, hein, aujourd'hui, qui est de tout d'un coup que on se dise la question de l'égalité, de la place de la femme dans la société, etc., des rapports hommes-femmes, elle est énormément dans la question de la violence aussi. Et justement, puisque tu parles de Anissa, parce qu'elle va aussi partir, on profite du peu de temps qu'elle va passer avec nous. Dans son film, même si on va en parler après, hein, mais autrement, dans un autre registre, on n'est pas devant un film où une femme regarde une femme, qui aurait été quelque chose de légitime, mais un peu redondant quand même, tu vois, et auquel on penserait a priori pour rétablir la justice. Ce qui se pose dans son film, c'est précisément une femme qui s'en va. C'est-à-dire que son film commence au moment où la femme n'est plus là. Et c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Elle disait, en fait, pour moi, l'histoire, c'est l'histoire de cet angle mort, de cette absence, de cette invisibilité. Et il a fallu que la femme s'absente pour que, précisément, cette violence-là, des hommes sur les hommes, revienne. Et que le père, tout d'un coup, en l'absence de sa femme, tout d'un coup, il se trouve confronté à ses propres traumatismes, quoi. Et ça, je trouve ça effectivement tout à fait significatif de ce regard dont je parlais tout à l'heure, actuel. C'est-à-dire, c'est pas forcément des femmes qui vont dire de façon primaire, même si, encore une fois, c'est légitime. Moi, je suis une femme, je vais vous parler des femmes. Non, moi, je suis une femme, je vais vous parler des hommes, mais quand la femme, elle n'est pas là. Et je ne sais pas, Anissa, tu me corriges. C'est drôle parce que, oui, effectivement, le film démarre comme ça, mais comme ça, spontanément, j'aurais plus dit, je vais vous parler des hommes tels que moi je les vois. Oui. Parce que moi, je les adore et je les vois de manière beaucoup plus différente, beaucoup plus nuancée, il y a tout un spectre de manière d'être homme, comme il y en a d'être femme, qui n'est pas représenté, en tout cas, moi, qui me manque en tant que spectatrice. Donc, j'ai fait une petite, modeste tentative là, mais effectivement, en y pensant maintenant comme tu le formules, je trouve ça juste, et je me rends compte, en fait, ça, je le savais, mais c'est qu'en fait, le départ de la femme rompt un équilibre, rompt une mécanique de la relation, une mécanique de cette micro-famille, et aussi un équilibre que cet homme s'était reconstruit, comme le personnage principal s'était construit par rapport à ses traumas d'enfance, qui reposait beaucoup sur la présence de sa femme, sur la présence maternante pour son fils, mais pour lui aussi de sa femme, dans aussi un certain nombre de clichés. Il y a une absente, mais il y a aussi une présente et une surprésente qui est la sœur, oui. aussi. Donc oui, effectivement, il s'agit d'une expression, en tout cas une tentative de regarder une masculinité, la masculinité de ce personnage-là, dans le creux de ces féminités-là. Oui, effectivement, il y a ça. Et je voudrais dire quelque chose sur le documentaire par rapport à la question que la personne a posée. Et
En fait, moi, je viens de la fiction. Je suis d'abord une comédienne. Et j'ai envie de dire à ma collègue aussi que l'autre, il m'est arrivé souvent aussi d'essayer d'éluder le fait que je sois comédienne pour me donner plus de crédibilité, pas en tant que productrice, pas en tant que réalisatrice. On Sinon, peut pas y échapper. Hein. Oui. Parce que Nana est comédienne, c'est double peine. Oui, non, j'imagine. Voilà. Donc, je comprends tout à fait ce que tu as dit, si je peux me permettre. Et moi, j'adore le documentaire et venant de la fiction, ayant la facilité de la fiction, j'ai fait des fictions, aussi j'ai commis une tentative de documentaire hyper modeste, mais je rêve de documentaire et j'en ai très peur. Parce que j'ai l'impression que c'est là qu'est la mise à nu la plus forte, y compris quand on va dans des sujets qui sont très loin de nous. Hein. Il s'agit toujours de se mettre. Et ce que je trouve très puissant dans le documentaire de Widet, par exemple, ou dans le documentaire de Nina, voilà, que j'ai vraiment, vraiment aimé, c'est qu'en fait, elles assument ce rôle de perturbatrice dont parlait Widet tout à l'heure et dont tu parlais toi. Le rôle d'Ève, d'Hélène, de Pandore, et qui, en fait, rentre en écho avec le rôle de réalisateur et d'artiste. On est des disruptive people. On est là pour rompre un ordre du monde. Et comme le départ de cette nana-là, de ce personnage de la femme, rompt l'ordre du petit monde familial de mon film, et tout à coup, il y a une brèche qui s'ouvre. Alors, évidemment, je fais une tentative par la fiction, mais j'espère un jour avoir le cran de faire une tentative par le documentaire, qui est, je pense, quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, mais qui est un intime puissamment politique au sens collectif. Oui. Je ne sais pas exprimer mieux, peut-être qu'Olivier saura plus que moi, Sonia, mais j'en ai l'intime conviction. Oui. Et alors, Widet, hier, on en parlait. Moi, j'ai tendance à être un peu sommaire. Hein. C'est un peu l'âge, un peu aussi la... un peu l'excès de... Ça cherche le compliment, les gars. Non, mais non, je veux dire pour simplifier, parce que vraiment on est obligé parfois de simplifier pour clarifier sa pensée. C'est vrai que quand les gens parlaient de changement, les cinéastes, tu me corriges, Olivier, tu connais mieux que moi cette histoire-là, ils parlent d'un changement qui a eu lieu, ou un changement qui va avoir lieu, parce que c'est des idéologies, tous les cinéastes des années 60, 70, etc. Et ce que je remarque là, y compris dans notre programmation cette année, et de ce que les femmes font, y compris ce film-là que vous êtes en train de faire, ou celui qu'on va passer ce soir, hein, et que j'invite le public à voir et dont on va discuter tout à l'heure. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la contemporanéité, c'est-à-dire moi je vois beaucoup de femmes en tout cas filmer le changement au moment où il a lieu. C'est quand il a lieu, c'est peut-être ça qui explique. L'accouchement, tu veux dire? Comment? L'accouchement, tu veux dire? Non, pas du tout. Non, j'ai pas pensé à ça du tout. Je sais pas, j'y réfléchir, je te dirai. Anis, j'ai pas pensé à ça. Non, je pense tout simplement à la réalité, c'est-à-dire je vois effectivement aujourd'hui beaucoup de femmes en Algérie, notamment. C'est le film interdit aujourd'hui, c'est un film qui est fait sur le Hirak par une femme. Et le film de Widet, c'est un film. Elle le fait en même temps que quelque chose est en train de se passer devant elle, parce qu'elle parle elle de ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très particulier dans l'arrivée de ces femmes-là, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le décalage du regard de l'homme qui est dans une situation plutôt confortable, les cinéastes, tu vois, qui avaient de l'argent, l'institution, etc., et qui soit parlaient de la décolonisation, des héros, soit du futur, d'un monde futur ou révolutionnaire, etc. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la contemporanéité. C'est-à-dire, ce qui change, je le vois et je le perçois tout de suite. C'est ce qui explique peut-être ce côté, comme tu disais tout à l'heure, pas idéologique, pas d'idéologie, je l'ai fait instinctivement, c'est venu comme ça, et qui effectivement nous débarrasse de plein de carcans. Alors je sais pas, ça je m'adresse évidemment à Widet, parce que c'est son film, ce film-là, le film que nous avons, il est particulièrement représentatif de cela, puisque entre l'histoire avec H majuscule et son histoire personnelle, enfin, c'est comme s'il n'y avait plus de majuscules et de minuscules, quoi. Widet. Oui, parce que oui, c'est-à-dire que l'histoire avec un grand H, c'est très important et ça, bien sûr, ça influence nos vies et puis c'est ce qu'on va léguer
aux générations futures. Mais l'histoire, ma petite histoire avec un petit H, c'est tout aussi important pour moi. Est-ce que je vais léguer aussi si j'ai quelque chose à léguer? Voilà, donc, et c'est ce qui me construit. Et donc, les deux histoires sont aussi, en tout cas pour moi, sont aussi importantes. Après, il faut bien sûr voir comment on passe ça aux spectateurs et comment ça peut, peut-être ma petite histoire avec un petit H peut avoir une résonance chez un spectateur qui n'a pas du tout la même histoire que moi, mais qui peut comprendre, qui peut se mettre, qui peut se revoir lui-même et se confronter à l'histoire avec un grand H. Je sais pas si c'est voilà, mais tout ça, encore une fois, je sais pas. Tout ça pour moi, je pense. Tu parlais de contemporanéité et tout. Moi, je pense que c'est peut-être un regard plus instinctif en fait. Peut-être que la position de l'homme est tellement bien installée qu'il a toujours le temps peut-être d'analyser ou de vraiment réfléchir à où il veut emmener les choses. Voilà. Nous, on sait où on emmène les choses, mais je pense que le mode de réflexion, en tout cas, je parle pour moi, il est autre, il est beaucoup plus instinctif, beaucoup plus sincère. Et j'essaye aussi, en tout cas dans ce film, j'ai essayé, et souvent c'est revenu dans les observations, mais encore une fois, je ne l'ai pas pensé, mais avoir une certaine pudeur, un certain respect dans ma façon de filmer, même si je peux parler de choses très intimes avec mes personnages et qui peuvent dévoiler ou se mettre en danger, que ce soit de manière très intime ou de manière plus politique ou quoi que ce soit. Et plusieurs fois, ça m'est venu, ça, mais il y a une grande pudeur, une dignité et tout. Et moi, pour moi, c'est normal, quoi. Je l'ai pas du tout analysé. Comme le fait de vouloir capter ce bouillonnement en 2007 pré-révolutionnaire en Tunisie et tout, il y avait quelque chose, ça a été instinctif, j'avais pas du tout le recul ou le truc, j'ai fait ce qui me semblait juste de faire. Alors c'est juste en tant que citoyenne, en tant que voilà, tunisienne, et bien, je filmais la Tunisie, en tant que réalisatrice, mais je sais pas, c'était peut-être un élan, ce film-là particulièrement en tout cas, c'était peut-être d'abord un élan d'artiste citoyen, on va dire. Je peux vous poser une question, justement, à vous qui êtes documentariste bien courageusement avancé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part, si on se fait une hypothèse, hein, je sais pas, l'idée me vient en écoutant Wided, mais est-ce qu'il n'y a pas dans la manière dont on a été éduqué dans toutes nos cultures, sociabilisé, quelque chose qui finalement nous fait des femmes, nous donne une sorte d'avantage? Je me demande si en fait la question de l'empathie, on est éduqué à l'empathie, c'est quelque chose qui est valorisé chez les femmes, qui est moins valorisé chez les hommes, même si beaucoup d'hommes, y compris aujourd'hui, font un travail et reviennent là-dessus, ils comprennent, et puis ils le sont, parce que certains développent une empathie naturellement, et c'est tout à leur honneur parce qu'ils ne sont pas encouragés socialement à le faire. Mais est-ce que justement cette donnée-là ne fait pas de nous des réalisatrices par essence, finalement, et ça ne fait pas de nous des documentaristes, quelque part? Ça ne donne pas un avantage sur... Parce que l'empathie, ce n'est pas la clé, finalement, de l'éthique documentaire absolue, quoi. Je pose vraiment sincèrement la question. Bon, pour moi, l'empathie, c'est la clé de la vie. Oui. Voilà. Donc, pour moi, et justement, le fait que tu dises, on a été éduqué à ça, je sais pas, tu as peut-être raison, hein, mais moi, je pense être empathique et je pense être empathique de nature. Je pense pas avoir éduqué et été éduquée. Et donc, quand on me dit ça, je me dis, ah, mais finalement, je suis tombée dans un propre piège, je ne me rends même pas compte que c'est mon éducation ou c'est vraiment ma nature, mais encore une fois, c'est me mettre dans une case où, tu vois ce que je veux dire? Non, tu as raison, on a quelque chose, mais après, on est encouragé. Quand on est naturellement empathique, on est quand même encouragé quand on est une fille. Quand on est un petit garçon, on va t'encourager plus à être sur toi, fort, gagnant, etc. Après, tu peux avoir aussi des filles qui ont eu cette éducation-là. Et je parle là d'une manière systémique, pas d'une manière de système. Il y a un système quand même qui nous pousse à nous. Mais est-ce que tu as le sentiment que ta nature empathique, toi, fait de toi une meilleure réalisatrice?
Oui, pour le documentaire, je pense, parce que et ça m'a étonné des fois, mais les gens te parlent, quoi. Les gens me parlent facilement et intimement. Et je ne sais pas, c'est peut-être parce que quand je pense qu'il faut pour le documentaire, mais que tu filmes n'importe quel sujet ou n'importe qui, que tu peux aller même aller interviewer le plus grand meurtrier. Il faut replacer, en tout cas moi, je place les gens d'abord comme des êtres humains. Et j'essaye oui, non, mais ça a l'air banal, mais c'est vrai. Donc vraiment, et ça se passe, ça se sent. Je sais pas comment te dire, tu vois. Quand les gens voient que tu viens pas avec plein de préjugés et plein de, je sais pas, ça passe et les gens te parlent. Et après, c'est pas toujours facile parce qu'on se prend beaucoup de choses aussi. Hein. Des fois, on s'attend pas à avoir autant de révélations ou d'intimité avec quelqu'un que tu connais pas. Mais oui, je pense qu'il faut de l'empathie pour pouvoir bien comprendre son sujet et savoir quelles limites tu as et comment l'illustrer et comment, enfin les personnages. Quand je dis sujet, je parle des personnages. Oui, avant que Youssef et Nina répondent aussi à la question, parce que Olivier, je pense que tu voulais... Moi, je voulais juste rebondir un petit peu sur ce que vous dites là et par rapport à ce que tu disais avant. C'est-à-dire, quand tu parlais de contemporanéité, je crois qu'il faut bien sentir ce que c'est que le mot contemporain. Contemporain, ça ne veut pas dire aujourd'hui, ça veut dire demain. C'est de la même façon que Godard disait, un film au présent, en général, c'est ennuyeux. Hein, ou bien que Paco Ibáñez disait, la poesía es un arma cargada de futuro. Hein, une poésie chargée, la poésie est une arme chargée de futur. C'est-à-dire que, parce que sur la question de l'empathie, par exemple, là, on tombe vite, facilement dans la question du genre et dans les réflexions qui ont été faites tout à l'heure. C'est-à-dire que on va pas séparer les hommes et les femmes là-dessus, finalement, quoi, même si la réalité est là. Moi, ce que je crois très fort par rapport à la question d'Assouna, qui était par rapport au documentaire, c'est que une femme qui filme et un homme qui filme, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, pas tellement au niveau de ce qu'elle va filmer, ça c'est des choses qui vont se préciser, etc., en fonction des expériences personnelles, mais c'est beaucoup au niveau de la position de la personne qui filme par rapport au sujet filmé. Et ça fait toute la différence encore aujourd'hui. Et ça la fera toujours, à mon avis, parce que les hommes et les femmes, il y a quand même une différence, et que même si on arrive à des statuts d'égalité, on aura toujours quand même une différence dans l'air, quoi. Donc cette position-là, dans le documentaire, à mon avis, elle ouvre des choses. Elle ouvre des choses. Ne serait-ce parce qu'elle est dérangeante, encore aujourd'hui. Donc la double question de Hassouna et Anissa, oui. Elle a tout à fait raison en disant que les femmes sont élevées, on est pour devenir des infirmières ou pas des mamans. C'est ça quand même, c'est l'éducation qu'on nous donne. Et moi je le ressens comme une maladie, quoi. J'en ai pris conscience dans ma vie. Et je me rends compte que c'est quelque chose que j'essaie de déconstruire, en fait. J'essaie de déconstruire cette éducation, cette idée en même temps, j'essaie de me dire, en tout cas, je vois dans ma pratique ou dans mes gestes que mes gestes ne sont pas genrés. Et je ne suis pas désolée de ça. Je ne m'excuse pas de ne pas avoir des gestes de femme, et je ne m'excuse pas de ne pas parce que pour moi c'est pas que des gestes de femme ou d'homme. Mais en même temps c'est intéressant parce qu'il y a des singularités et des multiplicités. Donc c'est pas quelque chose. C'est pas que toutes les femmes filment de la même manière et que tous les hommes filment de la même manière. Mais il y a un problème avec le micro. Voilà. Est-ce que je dois faire un résumé ou c'est bon? C'était audible. C'était audible. Oui. Audible, d'accord. Et donc du coup, ma place et je l'ai et je ne veux pas, et ça fait aussi partie de peut-être de cette lutte qui appartient à toutes les femmes, de ne pas
de dire moi je ne suis pas voilà comment voilà le féminin et voilà le masculin et donc moi je dois faire telle et telle chose parce que je suis et parce que sinon ça serait quand même bizarre, c'est-à-dire de le faire, mais on ne peut le faire, mais je me répète, au risque de me répéter, qu'en ayant en arrière-plan une conscience de l'existence d'un monde quand même violent, enfin d'une violence politique. Je veux que elle est politique essentiellement et économique, etc. Donc je ne sais pas si j'ai répondu. Mais je pense que c'est ce que voulait dire dans sa question à Hassouna, c'est-à-dire tout simplement que le documentaire nécessite moins de rapport avec l'institution et que pour faire une fiction, c'est tout un truc, tralala, et que le pouvoir, institutionnel, il est entre les mains essentiellement des hommes, quoi. Alors que le documentaire, tu avais un peu plus de liberté. Il y a le financement. Là, ça lie à ce que tu disais précédemment sur la question de la marge. Le documentaire étant quelque chose qui est plus à la marge, et nous, femmes, étant quand même dans une forme de rapt quand on crée, et je ne parle pas que du cinéma, tout acte de création, on est aussi dans un rapt de l'institution, en plus dans nos cultures qui sacralisent l'artiste, voilà. Et donc, je pense que cette question de la marginalité aussi place quelque chose dans notre regard. Parce que, par exemple, ton film We Dead qui parle encore une fois, qui s'adresse à des marginaux, le fait que toi aussi tu sois une marginale dans la société, bien qu'en étant femme, qu'en étant blanche, parce qu'on est blanche en Tunisie, toi et moi, alors qu'on est racisé ailleurs, parce que aussi tu es en moitié européenne, ça te plaçait dans quelque chose, et ils ont bien senti cette ambivalence. Tu es comme eux parce que tu es marginale d'une certaine manière, mais tu es aussi une dominante par ailleurs. Et ça, c'était hyper intéressant dans ton documentaire. Et ça commence tout de suite dans le film, d'ailleurs. Ça commence tout de suite dans la discussion, quand il lui dit « et toi ?» Voilà, c'est un effet de miroir, oui. Moi, c'est là qu'elle m'a chopée. Et franchement, en tant que spectatrice, c'était tout de suite. Et ça pose des questions fondamentales sur la question de la révolution tunisienne qui n'ont jamais été posées de cette manière-là. Moi, je trouve ça génial. Et pourtant, elle a raconté son histoire à elle. Mais c'est ça, la force de l'intime et du poétique, c'est la force du documentaire aussi. Et pour revenir là à ce que tu disais, c'est que on fuit l'assignation, mais finalement, donc on n'est pas obligé, effectivement, et j'adhère totalement à ce geste féminin, ou à cette délicatesse, ou même à cette empathie, ou à cette... mais on est fait aussi de ça, il y a aussi mais je pense qu'il y a aussi cette identité de marche qui façonne aussi, je pense, nos écrits, nos tentatives, nos sculptures, nos films, nos fictions, et qui est peut-être aussi intéressant, qui est peut-être à creuser. Oui, d'ailleurs, nous, notre programmation le dit assez. Et vous qui êtes là, vous le dites, puisque le film de Youssef qu'on va voir bientôt, j'espère, c'est un film sur précisément des migrants qui traversent, etc. Le film qu'on va voir ce soir, c'est un film de deux femmes qui parlent de migrants, etc., qui sont en déplacement et qui sont en difficulté précarité. Le film de We Dead, c'est aussi un film sur les marginaux. Le film de Benguigui dont tu parlais tout à l'heure, qui est fait par une femme, c'est un film sur les... Voilà. Et le film de... Comment ça s'appelle, Carole Schaeffer, comment elle s'appelle? Nicole Schaeffer, le Bouddha in Africa, c'est aussi un film sur déjà une minorité au Malawi musulmane, mais qui c'est vraiment une minorité, c'est 13% de la population, et qui est un pays qui est aussi minoritaire par rapport à l'Afrique du Sud, etc. Une Afrique qui est minoritaire par rapport à un super géant qui est la Chine. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'extrêmement récurrent. Voilà, le marginal rencontre le marginal plus naturellement, quoi. Je veux dire. A de l'empathie pour le marginal, naturellement. Oui, c'est presque. La meuf qui y tient, tu sais. Je t'ai pas donné la parole pour répondre à. Voilà. Tu sais, sur la question de. Toi, tu allais tout de suite voir le documentaire. Évidemment, il y a des motivations personnelles, etc. Mais c'est-à-dire, si tu n'avais pas penser à la fiction, c'était pas aussi en rapport avec quelque chose d'institutionnel? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est quelque chose de spontané, c'est dans l'instinct, quoi. Donc, comment on peut faire? On prend une caméra et puis moi j'aime bien l'idée de faire avec aussi, de faire avec ce qu'il y a. Voilà, on n'a pas forcément besoin d'éclairage, en tout cas au début, quoi. J'avais plutôt besoin de me lancer, d'essayer plein de choses, quoi, de tout faire, quoi, tout essayer.
C'est plutôt ça. Et donc oui, forcément, dès qu'on passe par le biais de l'institution, bah, ça s'alourdit, ça prend plus de temps, tout devient plus complexe, compliqué. Oui, pas complexe. Oui, plus compliqué, plus lourd, Mm. plus difficile. Ouais. Et comme faire des films, c'est toujours quand même. Enfin, moi, j'ai toujours l'impression qu'on on donne tout et on se met beaucoup en jeu. Pour moi, en tant que, quand je faisais quand c'est mes premiers films, donc j'avais besoin de pas être empêché ou ralenti par une lourdeur institutionnelle et financière, etc. Donc, voilà, les complications. Seb, il y a des questions? Oui, alors du côté du chat, il y a Anoulaki13 qui déjà remercie Anissa Daoud pour le beau personnage d'homme et de père dans son court-métrage, mais qui aussi interroge les réalisatrices présentes ici. Pourquoi, demande-t-elle, les femmes ont-elles du mal à s'attaquer au genre de la comédie, à votre avis? Moi, je suis en pleine écriture d'une comédie, donc Moi aussi. Voilà. On y travaille. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait peur aussi, c'est dur. Ouais, mais là aussi, je pense que du coup, si on est deux en plus, on aura de quoi dire sur la femme et la comédie et le regard féminin encore une fois. Mais c'est vrai en plus qu'il y a très peu de femmes, en tout cas dans nos pays, qui font des comédies. Mais c'est aussi, je pense, il y a très peu de comédies aussi. En général, oui. Il y a un cinéma souvent d'auteurs ou de revendications ou d'urgence, où il y a tellement de choses à dire dans nos pays que les comédies ou même, par exemple, même les comédies romantiques, il n'y a aucune comédie romantique, je pense, qui a été faite en Tunisie, hein, ce qu'on appelle ou les films de Noël très commerciaux à la fin où tout le monde s'aime, ça n'existe pas chez nous parce qu'on a d'autres choses à dire encore. Et donc, voilà. Mais oui, c'est bien que ça arrive, quoi, des comédies chez nous et par les femmes. Ça fait du bien à écrire et ça veut pas dire, en tout cas moi, ça veut pas dire qu'on va plus s'attaquer à des sujets tendus ou à des revendications je pense aussi qu'il y aura peut-être une ironie ou des choses comme ça moi, j'ai hâte de voir et je trouve ça très amusant à écrire. Oui. Oui, et puis, pardon. Non, j'allais dire, j'espère qu'on va échapper aux comédies de Noël ou aux comédies de Noël, parce que, en fait, j'espère qu'on va. Les comédies d'Aïe. Noël, surtout le truc. Non, mais puis il y a aussi le fait qu'on nous somme quelque part on revient à la question de l'universel. Quand les hommes font des films, ils parlent forcément de l'universel, alors que nous, quand on fait en tant que femme, on parle que des femmes ou que de la condition féminine, on n'a pas le droit d'atteindre l'universel. Et donc, en tant que cinéaste, si on doit prendre la parole, c'est pour dire quelque chose d'important, c'est pour communiquer un message, on a cette pression-là, et en même temps à laquelle on a, je pense, envie de pas faire honneur, mais voilà, on a envie d'être là aussi pour ça, mais on essaye aussi d'y échapper. C'est toujours ce paradoxe, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est super juste. C'est super juste et c'est terrible parce qu'on est constamment pris entre deux feux, en fait. Après, je pense qu'on arrive aussi dans une période où on se décomplexe d'abord, on a grandi, en tout cas, moi, j'ai grandi avec notamment le cinéma italien, avec des comédies qui étaient essentielles et qui abordaient des questions brûlantes et sociales et qui peuvent être très subversives. Donc, je crois à la subversion de la comédie. Mais je pense que ça a trait à ce qu'on racontait tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a à la fois ce que tu disais sur le fait qu'on nous attend plus sur certains territoires, que nous aussi, on a le sentiment qu'il faut qu'on aille sur des trucs supra-méga-lourdingues et hyper importants pour être crédibilisés. Mais il y a aussi que la comédie au cinéma, c'est le sang du sein de l'institution. C'est le cinéma. Quand on pense comédie cinéma, on pense à Hollywood, on pense à des grandes comédies, on pense à des le cinéma classique c'est vraiment là, on est dans le cœur de l'institution et s'autoriser à aller faire de la comédie, mais plus largement du cinéma de genre, c'est très transgressif. Déjà, on s'est autorisé à essayer de faire du cinéma. On s'est autorisé à dire, allez, je vais être réalisatrice. Et en plus, c'est beaucoup de défis. Et il faut être sacrément costaud. Nous, on sent qu'on a intérêt à avoir des scénarios à méga niveau pour être
pour être prise au sérieux. Et c'est un vrai challenge. Je vous le dis vraiment hyper humblement parce que moi, en ce moment, je suis en pleine prise de conscience du chantier, en fait, à l'âge que j'ai, ayant passé toute ma vie à quasiment à faire du cinéma. Je me suis rendu compte à quel point il m'a fallu des étapes pour m'autoriser à dire je vais raconter une histoire qui est à moi et je vais écrire cette comédie. J'ai besoin de passer par la production, justement parce qu'il fallait que je me légitime au cœur de l'institution pour me sentir enfin capable de dire je vais raconter une histoire. C'est quand même, j'adore produire par ailleurs et produire des autres et me mettre au service des autres. Mais à la fois, je répondais à deux injonctions. Un, j'avais besoin de dire les gars, je suis sérieuse, je peux ramener des sous, je peux tenir un projet jusqu'au bout, j'ai les épaules larges, je suis capable, je prends un poste hyper viril, je prends une place d'homme et je vais me comporter aussi un peu selon les codes d'homme. Et de l'autre côté, j'étais encore dans l'assignation des codes habituels du patriarcat parce que je prenais soin de quelqu'un d'autre, d'un autre artiste. Je portais son projet à lui. En plus, c'est un homme. Je prends soin. Je suis productrice, maman, quoi. Et c'est quelque chose qui vraiment m'interroge. Je renie rien de mon parcours et je continuerai à produire et j'espère tout en essayant de faire mes films. Mais je me rends compte quand même que dans le cheminement que j'ai fait, il y avait tout ça. Et je suis atterrée quand même des fois de me dire waouh, malgré tous les efforts que tu as mis à essayer de déconstruire, il y avait quand même toutes ces choses derrière. Alors justement, parce que là, on y arrive en bouclant la boucle, enfin d'une certaine manière, puisque là on parle de production et il se trouve que justement je m'adresse en particulier à toi, Olivier, ce qui, en tant qu'historien, hein, je veux dire, enfin, aujourd'hui, je veux dire cette présence de plus en plus importante des femmes, elle semble couvrir l'ensemble de l'éventail de la comédienne, puisque au départ, un film, c'est la danse de Fatima, hein. C'est les Américains, avant même la naissance du cinématographe. C'est une serrure à travers laquelle un homme est en train de regarder une femme en train de se déshabiller ou de danser. Voilà. On passe de la femme comédienne, actrice d'abord, objet du regard d'un homme, et de plus en plus après le montage, vers d'autres étapes, vers la réalisation, et de plus en plus vers la production. Alors, quand on prend, par exemple, l'exemple de nos régions, à part nous, là, maintenant, on voit bien arriver, grandir des productrices, femmes en Tunisie, en tout cas, on a un exemple important, et pas seulement, mais en Égypte aussi, parce que je pense beaucoup à l'Égypte, c'est un pays qui est à la fois, semble à la fois en retard et en avance, il est à la fois en retard et en avance, quoi. Où il se passe quelque chose de très important, comme par exemple, on suit quelqu'un comme Hala Lotfi, que je ne sais pas, certains d'entre vous connaissent, et nous, on l'a connu avec son film Al-Khurouj al-Nahar, ce film très, très particulier, très, très étrange, et qui est aujourd'hui au centre d'une dynamique, parce qu'elle est aussi productrice, elle est en train de produire beaucoup, beaucoup de films en ce moment, notamment avec des femmes et pas seulement. Et je me demande, et alors Anissa parle de ça aussi, c'est-à-dire de plus en plus aussi de femmes qui passent. Alors Anissa, elle a fait tous les parcours, hein, de la comédienne à la réalisatrice, à la productrice. Et là, je crois qu'il se passe quelque chose d'important institutionnellement, c'est-à-dire une prise de pouvoir, mais réelle, parce qu'il y a effectivement une conscience par rapport à ça. Alors après, moi, j'ai pas en tête un tableau très très précis de l'évolution de la situation du paysage, de la production par rapport à ça, mais je sais pas ce que tu vois des choses. Oui, alors par rapport à l'Afrique noire, on aura d'ailleurs demain à la table ronde Angèle Diabang qui a complété sa formation de réalisatrice par une formation de productrice à la FEMIS et qui fait donc Angèle Diabang, oui. Donc qui réalise et qui en même temps produit. Il y a un mouvement général quand même dans tous les cinémas d'Afrique, c'est de passer à la production pour avoir de l'indépendance, pour avoir de l'autonomie.
Donc, pour les réalisateurs qui sont confrontés à beaucoup de contraintes, de trouver leur autonomie et surtout aussi de pouvoir rapatrier une partie des fonds générés par le film, parce que sinon, tout part ailleurs. Donc, le fait de devenir producteur pour le réalisateur devient aussi une manière de s'approprier son travail. Donc ça, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cinéastes femmes qui deviennent productrices dans ce contexte-là, quoi. Après, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que je ne pense pas qu'il y ait... que ce soit un mouvement général de femmes vers la production, quoi. Mais il faudra qu'on fasse une table ronde producteur papa, producteur maman, là, ça serait intéressant. En tout cas, en Égypte, ça a commencé très très tôt, hein, les productrices. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que Assia Derer, Fatma Roshdi, Magda Sabehi, c'était des actrices et des productrices. Et productrices. Oui, et c'était toujours dans une tentative de liberté et dans une tentative de prise de pouvoir, d'abord pour se protéger, pour faire des films où elles étaient safe et avoir des environnements de travail safe, et ça il faut le dire, parce que souvent c'est de là que vient le début, et aussi pour faire des films autrement. Donc ça a toujours existé, et j'ai envie de dire que il y a eu un temps dans le monde arabe où on est revenu en arrière, parce qu'on s'est mis au diapason de l'Occident. Et là, il y a un retour. Moi, je pense qu'il y a un vrai retour et une appropriation de la production par les femmes. On voit de plus en plus de réalisatrices productrices, et non pas comme les hommes dans une certaine époque par défaut, c'est-à-dire parce qu'ils ne trouvaient pas les producteurs qui leur convenaient, mais des réalisatrices qui, par exemple, comme Erish Shiri, qui va réaliser ses films, parfois les produire, mais se faire produire, mais produire d'autres personnes. Donc, des gens qui veulent concilier le fait de s'impliquer, de mettre de l'énergie, de la créativité dans le fait de porter les projets des autres, mais aussi d'avoir une parole propre et des sujets, et porter des projets plus personnels et singuliers. Je pense aussi à la création d'un collectif comme celui de Sister in Film, qui est en train de se mettre en place et qui, j'espère, va grandir et qui, je pense, va résonner avec vous toutes, mesdames, qui est un super collectif fait de réalisatrices et de productrices. Il y a des réalisatrices qui ne sont pas productrices, mais les productrices sont aussi réalisatrices, comme par hasard. Donc, je pense qu'il y a un mouvement. Il y a aussi un mouvement des actrices qui commencent à produire, quand on voit la manière de s'impliquer de Hind Sabri, par exemple, dans la... Je m'excuse, je prends des exemples venant beaucoup du monde africain et arabe ou de l'Afrique du Nord, parce que c'est celui que je connais le mieux, mais il y a certainement plein d'exemples d'Afrique subsaharienne que j'ignore, par exemple, la présence de toutes ces femmes dans la jeune génération de productrices soudanaises qui sont derrière tous ces films, par exemple derrière Wilaya 20, il y a plusieurs femmes qui ont contribué, Offside Khartoum, des films. Je pense qu'il y a aussi, donc pour revenir, des actrices qui prennent conscience que si elles ne s'impliquent pas dans la production, elles joueront les mêmes rôles. Il y aura la même image stéréotypée de femmes qu'on continuera à faire. Elles seront obsolètes à un certain âge parce que on a des attentes d'une représentation du corps féminin, d'une manière d'être jeune, d'une manière d'être belle, d'une manière d'être vieille ou pas. Et je pense que c'est parce qu'à un moment donné, il y en a marre qu'il y a, oui, je pense, un vrai mouvement. Au-delà du fait qu'on a des femmes extrêmement compétentes. Tu parlais de l'exemple phare de la Tunisie, tu sous-entendais de la Bouchoucha, qui est le grand exemple parce qu'elle fait ça depuis plusieurs années, qu'elle a porté aussi pas mal de projets très, très divers. Mais rien qu'en Tunisie, il y a énormément de plus en plus de productrices et de personnes qui... oui, et c'est pas par hasard que ça... J'espère que la télé aussi, on va conquérir... la télé, parce qu'on a besoin de conquérir des espaces aussi mainstream pour changer les regards et offrir une diversité. Et c'est pas par hasard d'ailleurs que, par exemple, Selma Bakar, qui était l'une des premières femmes réalisatrices du continent, a été aussi beaucoup productrice. Elle a beaucoup produit. Oui, de Selma Bakar. Oui, c'est vrai. Voilà, elle a été réalisatrice et productrice. Elle a produit beaucoup de
Donc, tout de suite, effectivement, en Égypte, quand ça a commencé très, très tôt, très vite. Dans les années 50, en fait. Ouais. Et bon, après, effectivement, le chemin n'est pas balisé, il n'est pas facile, ça, pas d'ascenseur, enfin, je veux dire. Et il y a du travail, il y a du chemin à parcourir, mais on voit quand même une évolution assez nette. Il y a une démarche de solidarité aussi dans des groupes comme ça où Oui. l'un produit l'autre, quoi. Oui, ils se produisent. Seb, il y a... Alors, pas de question depuis le chat, mais une question du modérateur lui-même, qui, en vous écoutant parler, se demandait justement, vous parlez de beaucoup de production, j'entends peu la question de la diffusion, et est-ce que c'est un terrain sur lequel les femmes ont la main ou pas du tout? Qui a la main? Oui, La grande question, c'est qui a la main? Je veux dire, c'est plus une histoire d'hommes et femmes, là, hein. C'est une histoire d'institutions, oui. de gros intérêts, de multinationales, etc. Mhm. Là, on est quand même dans des grosses boîtes. Mhm. En dehors d'exemples comme on le verra demain à la table ronde avec Raqqa en Tunisie ou Avec Amal Saadallah qui est une des Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Là, on a des exemples presque de niche, mais qui fonctionnent et qui ont vraiment leur vertu, qui ont valeur d'alternative. Mais sinon, on va en parler demain, mais on est mais face. mais on pourrait citer aussi ouais. la Chassal qui est à la lucarne à RT et Oui. qui Oui. change Tout à fait. aussi la donne pour le documentaire de création Tout en à fait. télé. Oui. On peut citer quand même, on ressent, je ne sais pas vous mesdames, mais quand on pitch nos films sur les marchés des festivals, moi j'ai l'impression de rencontrer de plus en plus de femmes représentant les vendeurs internationaux. Par exemple. Oui. Il y a encore dans notre région aussi de plus en plus de femmes aux différents postes du côté des distributeurs, du côté des diffuseurs télé. Et j'ai l'impression qu'il y a une volonté chez elles, même si elles essayent bien sûr de ménager la chèvre et le chou de l'économique voilà, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a il y a une question de génération, hein, mais il y a aussi une volonté de faire différemment. Oui, c'est en fait c'est une évolution sociologique. Enfin, c'est une tendance générale qu'on retrouve au niveau de la distribution ou des structures, par exemple dans les festivals. Moi, je remarque que dans beaucoup de festivals, à commencer par le festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt, où je suis le seul homme, quasiment nous sommes les seuls. Voilà. La présidente est une femme, la directrice est une femme, la grande secrétaire générale, enfin qui s'occupe de la technique, c'est une femme, etc. Et c'est vrai que tu parlais le cas de la Chassal, le festival de Milan, ce festival de Milan où la directrice, la déléguée générale, ce sont des femmes, les fondations comme AFER, qui est une fondation dirigée par une femme et par beaucoup de femmes. Et c'est vrai, on sent. Fatma Sherif à Gab Cinéma Fan. C'est ça, le festival de Gabès. Enfin, il y a quelque chose effectivement qui se profile comme ça et qui n'est pas simplement de l'ordre, comme on le disait au début, de l'aspiration à être réalisateur, réalisatrice, mais enfin, c'est quand même une vague, enfin, je veux dire une vague. Oui, on a une progression de la parité quand même à un niveau général, y compris dans l'économie, etc. Une progression, hein, ça va doucement, etc. Mais ça c'est le résultat de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le résultat d'une lutte, quoi. Peu à peu, quoi. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est pas qu'une progression de la parité, c'est aussi notamment dans les festivals, on va dire, où il y a moins la pression économique. Il y a aussi un réétalonnage de ce qu'est le succès, de ce qui est un aboutissement, de ce qui est un objet intéressant artistiquement. C'est-à-dire que tout à coup, on sent qu'il y a d'autres critères d'évaluation. Et ça fait du bien aussi, que ce ne soit pas les mêmes critères compétitifs de marché. Je ne sais pas comment l'exprimer mieux, mais... Oui, quand on a parlé de festival, effectivement, on n'est pas dans ce que tu disais, je crois, je ne sais pas, Videt tout à l'heure, parce que la compétition, c'est une lutte. C'est une lutte de pouvoir, la compétition, de puissance, et qui profite souvent aux plus forts, aux plus puissants. C'est toujours premier, enfin, c'est eux qui dominent. Alors que statu quo, surtout. Alors que dans les festivals ou dans des choses comme ça, au contraire, c'est des gens qui sont
dans une espèce de résistance, de plus en plus ils sont aussi à la marge. Hein, les festivals, c'est pour défendre des films un peu minoritaires qui n'ont pas de place sur le marché. Donc, c'est presque logique, encore une fois, que ce soit précisément une partie de la société marginalisée qui va s'occuper de cela. Ouais. C'est des déplacements comme ça de pouvoir, quoi, qui est tout à fait compréhensible, quoi. Ben, je ne sais pas si on n'a pas fait le tour finalement. Je ne sais pas, vous avez quelque chose à ajouter? Non, Par rapport à la question de la production, parce que vous... Je réfléchissais justement, parce que moi, je pense beaucoup qu'on déconstruit, en fait, évidemment, on déconstruit une identité, on déconstruit voilà, une pratique, mais on déconstruit aussi un système. Et quand on dit on déconstruit un système, moi, j'entends on détruit un système. Et du coup, dans ma démarche, quelque chose de l'ordre presque de la marge est là, parce qu'au niveau même de la production, donc moi je produis aussi les films que Mauro et moi faisons, et c'est quand même un monde d'une violence inouïe. C'est-à-dire le monde cinématographique et en tant qu'industrie, mais c'est quelque chose de terrible. Et justement, toutes les questions de trouver une place, avoir de la place, est-ce qu'il y a de la place pour la marge? Est-ce que les festivals créent de la place vraiment pour des projets marginaux? Est-ce que les choses sont tellement bien cousues et formatées, et du coup, c'est là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est évidemment très nécessaire que les femmes soient dans le mainstream, qu'elles y soient et qu'elles se sentent légitimes, et qu'il n'y ait pas de différence justement même de genre en tant que genre de film, et qu'on puisse s'approprier la comédie comme comme le documentaire. Mais il y a aussi le cinéma en lui-même est un art. Je ne sais pas si à détruire ou à, comme Guy Debord disait, mais en tout cas, il y a des choses à déconstruire aussi, si on parle en tout cas de marge et de donner de la place ou de créer des espaces. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Je ne voudrais pas, au moment de conclure, d'ouvrir le débat sur autre chose, mais effectivement, moi, je remarque en observateur, comme ça, que la question précisément du documentaire ne se pose plus de la même manière, dès lors qu'il y a de plus en plus de femmes qui font des documentaires. Et dans ma tête, moi, la distinction devient extrêmement floue. Comme si, précisément, ce regard-là fait que le documentaire lui-même est transformé et se confond presque avec la fiction. Ça me ramène aussi à l'idée que la distinction documentaire-fiction, c'est une distinction institutionnelle. C'est évident. La différence qu'elle est d'un point de vue esthétique, du point de vue cinématographique, il a de la mise en scène, c'est du cinéma, basta. La différence, elle est juste économique, elle est institutionnelle. Or, donc, on peut prendre des exemples, on n'a pas le temps, mais toutes ces femmes dont je parlais depuis tout à l'heure, depuis les années 70 jusqu'à maintenant, elles font des films documentaires, mais qui sont tout de suite, Salma Bakar, c'était des documentaires et pas forcément pas formatés, pas des documentaires au sens où on pourrait l'entendre quand on se place du point de vue de l'institution. Bon, c'est peut-être un autre débat, mais... Si je peux me permettre, je dirais qu'un exemple hyper récent et plus proche peut-être de nous en âge, Kauthar Benehnia. Oui, c'est ça, tout à fait, exactement. Qui a fait des documentaires excellents, qui tout de suite a été dans cette marge, elle a été dans le mockumentary avec le Chalak de Tunis, ensuite elle a poussé les choses dans La Belle et la Meute, parce que elle part d'un sujet complètement réel et qui a bouleversé la Tunisie, qui sont des faits réels. Elle va créer une fiction, mais dans le temps du réel, en 10 tableaux, voilà, sans interruption, sans montage, des plans séquences. Et là, donc
Elle a pressionné, tout à coup, voilà, elle a été encensée par les institutions, beaucoup de prix, les festivals, etc. Parce qu'elle est talentueuse d'abord, parce qu'elle vise juste, parce qu'elle est aussi femme. Donc il y avait un truc, voilà, et que les sujets, ça collait. Et tout à coup, elle se met à vouloir faire un film sur l'art contemporain, qui parle pas arabe, qui se passe pas dans le monde arabe, qui interroge le système, c'est-à-dire ça parle d'art contemporain, mais ça pourrait tout à fait être le cinéma, hein, qui une critique âpre, donc l'homme qui a vendu sa peau, du système capitaliste, mais pas uniquement, de système aussi du marché de l'art en général, avec des stars, avec une esthétique plus ample, comme ça, un peu plus, oui, mais un peu plus mainstream, mais dans le sens intéressant, hein. Et avec Monica Bellucci, ça parle en anglais et tout, et elle a galéré à financer ce film, parce que tout à coup, ce qu'on lui disait, c'est pourquoi tu ne tiens pas à tes petits trucs de femmes du Sud. Voilà, après, on aime, on n'aime pas le film et tout, ça, on peut en débattre en tant qu'œuvre, mais moi, le film m'a énormément touchée parce que le discours tenu par le personnage principal, c'est vraiment le discours aussi de l'artiste qui tout à coup dit, je vais vous dire, parce que moi, ce système, je retourne la table, justement, comme tu disais, Yousr, de dire, je vais utiliser alors elle choisit de manière assez vicieuse, mais j'adore, de prendre les outils du système et de retourner les choses. Et elle le fait très bien, mais ça a bien dérangé. Partout d'ailleurs, y compris les critiques ont été très fortes aussi venant de notre territoire, où tout à coup, c'était pas assez film du Sud, quoi. C'était pas assez film africain, c'était pas assez... Oui, ça, c'est très important, ce que Anis a dit. C'est-à-dire le fait que, déjà, si on va déconstruire la question de qu'est-ce que c'est le cinéma africain, est-ce qu'on est un continent qui génère des images pour qui d'ailleurs, enfin, est-ce qu'il y a une forme d'exotisme, c'est-à-dire il y a des choses aussi à déconstruire, et du coup ça c'est très important, le fait que d'aller aussi dans des territoires au-delà par exemple, du continent africain. Et on n'a pas idée de faire un film de 6 heures qui serait une adaptation de... qui serait parlé en allemand. Qui parle en allemand, pareil, une tunisienne. C'est clair. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup, Anissa, Wided, Yousr, Nina, Olivier, de ce débat qui ne fait que en fait évoquer quelques éléments d'une question bien évidemment beaucoup plus complexe et beaucoup plus étendue, sur laquelle nous aurons sans doute l'occasion de revenir à d'autres occasions. Merci beaucoup, merci à vous. On rappelle simplement que ce soir, nous aurons, Olivier et moi, à animer à 10h du soir, comme tous les jours, le débat autour de ce film de femmes aussi. Kilokoto. Oui, Kilokoto, Sous le soleil, qui sera accessible à partir de 16h. Profitez-en. Et puis, voilà, à tout à l'heure. Puis demain. Ça passe demain aussi, non? Pardon? Le film d'Anis, ça passe demain? Le film d'Anissa. Alors, Anissa, elle sera aussi avec nous demain, parce que demain, nous aurons le plaisir de présenter une séance de court-métrage qui a été fabriquée, programmée par des jeunes. Ce sont 4 courts-métrages, dont celui de Anissa Le Bain, aussi je vous recommande vraiment de voir, sur lequel nous reviendrons avec la même Anissa Daoud aussi demain. Tu disais? Oui, juste rappeler qu'on a une conférence demain aussi, c'est-à-dire une table ronde à la même heure, à 14h, et qui va porter alors sur toutes ces questions très actuelles, puisqu'on est en pleine pandémie, de la dématérialisation de la vision des films, et indépendamment de ça, de toute la question de la diffusion, c'est-à-dire de diffusion, distribution et exploitation, donc avec à la fois des cinéastes producteurs et aussi distributeurs. Oui. Et rappelez-moi, Léa, parce que demain aussi, nous avons en fait deux films, parce qu'on est dimanche, donc nous aurons 2 débats. Donc je précise, nous aurons un premier débat sur le film de Karim
Karim Dridi, qui est Harakati de Karim Dridi. Ce débat, nous l'aurons à 18h, n'est-ce pas? Et nous aurons un deuxième débat à 10h sur, sur le film Sous le soleil. Le film de Karim est disponible dès 10h du matin. Et le film de Karim, il est disponible dès 10h du matin. Nous aurons une journée chargée. Et c'est dimanche. Nous ferons exactement le contraire de ce que le bon Dieu, ne faisait pas. Voilà. Merci à tous, merci à toutes. Et puis, voilà. Merci. J'étais ravie de vous rencontrer, les filles. Hâte de découvrir ton travail, Youssef, vraiment. Et les garçons aussi, Anis. Non, d'abord les filles, désolé. D'accord. Nina, je redis l'amour pour ton film, Idel, toi tu le sais, et mille merci, Olivier. Merci. Voilà. Merci. Oui, merci de... Merci de et nous on aimerait bien, moi laisser j'aimerais penser. bien voir le film de Nina et Youssef, donc je ne sais pas On peut s'écrire, comment on peut s'écrire. On va faire un groupe WhatsApp. Voilà. On va continuer Voilà. la discussion. Très bien, super. Et merci de nous permettre de penser un petit peu, ça fait du bien. Et de réfléchir collectivement. De vous écouter penser. Oui. Voilà. Très bien. Super. Sans assignation. Voilà. Au revoir. Au revoir.